Bonjour et bienvenue. Nous sommes heureux de vous accueillir pour ce webinaire. Au cours des prochaines 60 minutes, nous plongerons ensemble dans le monde de la concurrence sur les réseaux sociaux et comment se démarquer. Ce webinaire inclura une session de questions-réponses, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et nous prendrons le temps d'y répondre à la fin de notre présentation. Ce webinaire est enregistré et il sera disponible en replay accompagné de son support de présentation. Je suis Karine Bertin, présidente du groupe Evolutine, qui est un centre de formation. Et notre formation en stratégie de marketing digital a aidé de nombreux entrepreneurs à transformer leur présence en ligne et à atteindre leurs objectifs de marque. Voici Marion, notre formatrice experte en stratégie marketing digital, qui partagera ses connaissances et son expérience avec vous. Marion, je te laisse la parole. Merci Karine. Donc, bonjour à tous, bienvenue et merci de votre présence ce matin pour notre webinaire. Donc, je suis Marion, je suis basée dans les Landes et je dirige depuis plus de 5 ans une agence de marketing digital. Et en parallèle de cela, je suis formatrice pour des chefs d'entreprise, mais aussi pour des demandeurs d'emploi qui souhaitent monter en compétences dans le digital et j'interviens régulièrement en école de commerce. Donc, à ce titre, j'ai pu à la fois tester et enseigner des techniques de marketing digital et de social media et je vais essayer de vous en retranscrire certaines ce matin. Donc, pour cette première présentation, on va vraiment se concentrer sur comment est-ce qu'aujourd'hui on peut se démarquer sur les réseaux sociaux. Il y a quelques années, il y avait encore de la place à prendre dans le sens où toutes les entreprises n'étaient pas présentes sur les plateformes de réseaux sociaux. Aujourd'hui, la plupart le sont, elles ont un profil, il peut être plus ou moins alimenté, plus ou moins professionnel, etc. Mais la plupart des entreprises, qu'on soit dans de l'ultra-luxe ou dans de l'entrepreneur individuel, sont présentes sur les réseaux sociaux. Donc, on ne peut plus juste être là et attendre que nos clients viennent à nous. Il faut chercher d'une manière ou d'une autre à tirer son épingle du jeu et à se démarquer. Et pour ça, la première étape, ça va être d'analyser votre concurrence. Donc, je vous l'ai dit en introduction, vos concurrents, il y a de très fortes chances qu'ils soient présents sur les réseaux sociaux. Donc, il va falloir comprendre comment ils sont présents, dans quel marché vous évoluez, pour pouvoir définir votre stratégie. Vous ne pouvez pas partir de votre stratégie idéale sans au préalable avoir regardé ce que font les autres. Donc, il va falloir que vous regardiez à la fois les performances de vos concurrents et les stratégies qu'ils ont mis en place pour essayer d'identifier quelles sont leurs forces, quelles sont leurs plus-values, ce qui fait qu'ils fonctionnent bien sur les réseaux sociaux, et au contraire, quelles sont leurs faiblesses, ce que selon vous, ils pourraient améliorer. Ça vous permettra vraiment d'avoir une vision d'ensemble de ce qui fonctionne ou pas pour votre secteur à vous en particulier. Il peut y avoir quelque chose qui fonctionne très bien pour de l'agroalimentaire et pas du tout pour du prêt-à-porter. Des techniques qui seront adaptées à des formateurs ou à des coachs, mais pas du tout à une personne qui proposerait par exemple des cours de yoga. Donc l'idée là, ça va pas être de venir prendre ce qui marche et de le copier à l'identique, mais simplement de vous assurer que vous allez ancrer votre communication dans la réalité de votre marché, en vous inspirant des bonnes pratiques, tout simplement pour faire en sorte que même si vous vous démarquez, vous soyez tout de même reconnu comme appartenant à un marché spécifique. Donc pour analyser la concurrence, comment est-ce qu'on fait ? Parce que si on a une dizaine de concurrents identifiés parce qu'on est dans une zone géographique restreinte, on peut aller sur tous les profils l'un après l'autre et faire ses propres analyses. Par contre, si vous êtes sur un marché qui est assez concurrentiel, par exemple, vous créez des sites internet au niveau national, vous allez avoir des centaines, voire des milliers de concurrents. Et dans ce cas-là, ça peut être intéressant d'utiliser des outils pour vous aider, non seulement à gagner du temps, mais aussi à synthétiser vos analyses. Ça va pouvoir vous créer des rapports d'analyse similaires à des tableaux Excel, par exemple, sur lesquels vous retrouverez toutes les informations importantes. Donc, on peut par exemple citer Social Blade, qui permet de suivre la croissance en nombre d'abonnés et l'engagement. Donc, vous leur demandez de suivre le compte X et ça va vous dire que sur le mois de janvier, ce compte a pris 500 abonnés et qu'il a un taux d'engagement aux alentours de 3%. Il y a également BuzzSumo, qui est un outil que vous pouvez utiliser aussi bien pour les réseaux sociaux que pour le référencement et qui va vous permettre d'analyser les contenus les plus performants, notamment en termes de thématiques.
Si vous lui demandez par exemple de cibler les contenus relatifs aux maisons de vacances sur la côte landaise, il va vous indiquer quels sont plutôt les thèmes associés. Est-ce qu'on est plutôt sur la location de vacances ou la location d'appartements? Qu'est-ce qui intéresse les gens? Et ça vous permettra de préparer du contenu en fonction de ce que les personnes recherchent et donc d'avoir plus de chances d'attirer leur attention puisque vous répondez précisément à leurs demandes. C'est ce que font les personnes qui travaillent leur référencement depuis des années, mais c'est aussi important sur les réseaux sociaux qui fonctionnent de plus en plus comme de véritables moteurs de recherche, surtout auprès des jeunes générations. Et enfin, ça sera plus pour vous, vous allez pouvoir utiliser Google Analytics pour comprendre quelle est la part de votre trafic qui vient de vos réseaux sociaux. Est-ce que vous avez aujourd'hui 80% de vos visites qui viennent d'Instagram? Auquel cas, ça vous fera probablement dire que votre clientèle y est présente. Ou au contraire, on se rend compte que finalement, sur les réseaux sociaux, il ne se passe pas grand-chose. Donc, est-ce que c'est un problème de contenu? Est-ce que c'est un problème de régularité? En ayant ces infos, vous allez pouvoir adapter et ça vous évitera d'avoir l'impression que vous faites tout ça pour rien, que vous postez tous les jours, que vous postez des stories, vous postez, etc. Et finalement, il n'y a pas d'action d'achat, il n'y a pas de prise de contact. Donc, le fait de voir ce qui se passe et à quel moment vous perdez votre audience, ça vous aidera à améliorer votre stratégie. Donc, tous ces outils vont être très précieux pour pouvoir à la fois adapter votre stratégie à vous, mais aussi mieux connaître celle de vos concurrents. Donc, au niveau des métriques à surveiller, quand on dit qu'on surveille la concurrence, qu'est-ce qui va être important? Est-ce que c'est le nombre d'abonnés? Est-ce que c'est le nombre de likes? À vrai dire, ce qui va vraiment être primordial, c'est le taux d'engagement. Donc, le taux d'engagement, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, c'est le ratio entre le nombre de personnes qui voient votre publication, quel que soit le réseau social, et le nombre de personnes qui interagissent. Les interactions peuvent être visibles, comme les likes ou les commentaires, mais ça peut aussi être des partages ou des enregistrements. Ce n'est pas forcément quelque chose que vous voyez. Par exemple, sur Instagram, on ne voit plus le nombre de partages. Ça a été bloqué au niveau européen pour des raisons de conformité avec la CNIL. Ce qui va être intéressant également, c'est la fréquence des publications. Tout simplement parce qu'il y a certains secteurs d'activité où les concurrents vont poster quotidiennement. Et dans ce cas-là, il faudra que vous vous mettiez en position de poster vous aussi très régulièrement. Donc ça peut vouloir dire parfois sous-traiter. Par contre, il peut y avoir des secteurs plus techniques où on a des publications plus rares, une fois par semaine par exemple. Et dans ce cas-là, vous pourrez vous permettre de poster vous aussi moins souvent. Et enfin, la dernière métrique, c'est la croissance des abonnés. Est-ce qu'on est sur un marché qui est en évolution, où on prend des abonnés régulièrement, ou est-ce qu'on est sur un marché où les abonnés ont tendance plutôt à stagner? Une fois qu'on a acquis 3000 ou 5000 personnes, on voit qu'on stagne un petit peu et que tous nos concurrents se rejoignent autour de ce nombre-là. Donc vraiment, ce qui va être intéressant, c'est de voir est-ce que la communauté est engagée, puisque plus le taux d'engagement est élevé, quel que soit le nombre d'abonnés, plus ça indique en général un contenu de qualité avec une bonne interaction de l'audience, donc des contenus qui sont appréciés. Donc ça peut vous aider non seulement à identifier un concurrent qui est efficace, mais aussi à identifier un type de contenu qui fonctionne bien. Parce que justement, il va falloir que vous essayiez de comprendre les stratégies de vos concurrents. Ça peut paraître un petit peu difficile dit comme ça parce qu'on se dit qu'on n'est pas dans la tête de nos concurrents. Donc comment est-ce qu'on peut faire pour comprendre exactement pourquoi ils ont fait les choses? On ne peut pas savoir exactement quel raisonnement est à la genèse de cette stratégie. En revanche, on va pouvoir trouver des récurrences qui vont nous permettre d'identifier le type de contenu qu'ils ont choisi de favoriser. S'ils postent principalement des réels sur Instagram et des vidéos sur TikTok, c'est que pour eux, stratégiquement, c'est la vidéo qui est intéressante. Est-ce qu'ils postent plutôt des stories de coulisses ou au contraire du contenu très pédagogique et très travaillé? Vous allez également pouvoir regarder comment est-ce qu'ils interagissent avec leurs audiences. Est-ce qu'ils les tutoient? Est-ce qu'ils les vouvoient? Est-ce qu'on est dans de l'humour, comme par exemple Burger King ou Decathlon? Ou au contraire, est-ce qu'on est dans une communication très sobre, très premium, comme peuvent avoir par exemple les marques de haute couture ou les marques de luxe? Le fait d'identifier les stratégies qui génèrent le plus d'engagement, ça va vraiment pouvoir vous donner des pistes que vous allez ensuite adapter et améliorer si c'est possible pour votre marque.
Il peut y avoir une volonté quand on arrive sur un marché de se dire « Ok, j'ai 20 concurrents qui font exactement comme moi au même endroit que moi, je vais aller voir leur stratégie et je vais faire tout l'inverse. » Ça peut être une bonne idée pour se démarquer. Je ne dis pas qu'il faut absolument faire comme tout le monde. En revanche, s'il y a des bonnes pratiques qui sont reprises par 100% de vos concurrents, c'est peut-être aussi parce que c'est ce qui fonctionne. Donc, aller à contre-courant de ça, c'est un pari à prendre, ça peut être gagnant, ça peut aussi être complètement inefficace parce que c'est en inadéquation avec ce que votre cible attend. Si on est sur une cible qui est jeune et habituée à l'humour et qu'on va dans une communication très premium, on peut ne pas trouver sa cible. Et l'inverse, c'est vrai aussi. Si on va dans du humoristique alors qu'on a une cible qui attend du premium, on peut se retrouver finalement à communiquer d'une manière que la cible n'apprécie pas. Le fait d'observer comment fonctionnent vos concurrents, ça va aussi vous permettre d'identifier des opportunités. Il est par contre possible que vos concurrents n'aient pas pensé à tout. Il est même certain qu'ils n'aient pas pensé à tout, surtout que vous l'avez sans doute constaté de votre côté. Quand on commence à poster régulièrement sur les réseaux sociaux, on est un petit peu la tête dans le guidon dans son business et on n'a pas le temps de se reposer sur notre stratégie régulièrement et de réfléchir à ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins bien. Je pense par exemple à l'émergence de TikTok. Quand TikTok est arrivé, beaucoup ont jugé que c'était un réseau social uniquement pour les jeunes, pour du divertissement, pour de la danse, etc. Et beaucoup d'entreprises n'y sont pas allées. Et les nouveaux entrants sur ce marché qui se sont mis sur TikTok ont réussi à acquérir très rapidement des parts de marché, tout simplement parce que leurs concurrents n'étaient pas là. Donc, ils ont trouvé une brèche, qui est un manquement dans la stratégie de leurs concurrents, et ils s'y sont engouffrés. Ça peut être donc un réseau social émergent comme l'a été TikTok. Ça peut aussi être un segment de marché spécifique. Si vous vendez un produit alimentaire, par exemple des bonbons, et vous avez énormément de concurrents identifiés qui vendent des bonbons, notamment des marques très connues, agroalimentaires, etc. Mais vous remarquez que régulièrement, dans les commentaires de vos concurrents, revient le message qui dit « Bah oui, mais moi, je ne peux pas manger trop de sucre pour X ou Y raison, ou je ne veux pas que mes enfants mangent trop de sucre. Donc, j'aimerais trouver des bonbons qui ont un meilleur aspect nutritionnel. » On va inventer un cas fictif pour que ce soit plus clair. Vous pouvez vous dire que vous, quand vous allez arriver sur les réseaux sociaux, plutôt que de parler des bonbons et d'enfance comme tous vos concurrents, vous allez aller sur des conseils nutritionnels pour intégrer les bonbons sans forcément ruiner son alimentation, ou alors que vous allez proposer une recette alternative moins sucrée. Quoi qu'il en soit, vous allez vous servir des commentaires que reçoivent vos concurrents pour trouver une brèche dans votre marché. Ça peut vraiment représenter une opportunité pour vous d'engager votre communauté, ou au moins d'ouvrir le débat en faisant des posts sur des commentaires récurrents que reçoivent vos concurrents. Ça peut être un bon moyen d'aller à contre-courant sans forcément avoir une scission claire avec les stratégies de vos concurrents. Parce que l'idée, comme je vous l'ai dit, ça va être de ne pas copier ce que font les concurrents, mais de s'inspirer de ce qui fonctionne pour développer vos propres stratégies. Ce qui va faire que vous allez être unique. Le fait d'aller à contresens n'est pas forcément une stratégie gagnante, mais il est certain que le fait de faire du copier-coller avec votre concurrent, ça sera très certainement pas gagnant non plus. Pourquoi aller suivre une copie qui vient d'arriver et qui a 40 abonnés quand on peut suivre l'original qui, lui, en a 5000 ? Donc, l'idée, c'est de réussir à aller dans un marché déjà installé en innovant de manière à se démarquer. Et comment est-ce qu'on innove justement une fois qu'on a identifié la stratégie gagnante? Comment est-ce qu'on fait pour se démarquer? Ça semble évident dit comme ça et pourtant, c'est pas si facile. Et ça va passer par une identité de marque. Donc, n'hésitez pas à nous dire dans le chat si vous avez construit une identité de marque pour votre entreprise ou si au contraire, c'est quelque chose qui vous paraît assez complexe. Vous n'avez pas besoin d'avoir fait appel à un graphiste ou une agence de communication, simplement le fait de votre côté d'avoir réfléchi à des couleurs, à des mots, à une façon de parler qui vous représente à vous. Parce que cette identité de marque, pourquoi est-ce qu'elle est importante? Parce que ça va vraiment être l'essence de votre entreprise sur les réseaux sociaux. Ça va vous permettre de transmettre vos valeurs, d'attirer votre public cible qui va se reconnaître dans votre identité, mais aussi de vous différencier de vos concurrents.
Ça va être les couleurs qui font qu'au premier coup d'œil, on sait que c'est à vous qu'on parle. Souvent, l'exemple le plus flagrant, c'est une campagne de publicité qui a été faite il y a quelques années par McDo. Ils avaient fait des images très très zoomées où on voyait simplement un petit bandeau rouge, un petit peu en arc de cercle avec ce qui semblait être des frites. Il n'y avait pas de logo, il n'y avait pas de texte et pourtant tout le monde savait que c'était McDonald's. Parce qu'ils ont une identité de marque qui est très forte et très marquée. On ne va pas tous devenir McDonald's dans quelques jours, mais par contre, ce qu'il faut retenir, c'est que vous pouvez avoir des couleurs, des façons de parler, des types de mise en page qui vont faire que les personnes vont savoir que c'est votre post en un coup d'œil. Sans voir qui a posté, sans voir quand ça a été posté, ils vont savoir que c'est vous. Et c'est ce qui va vous permettre d'avoir une meilleure reconnaissance et aussi une meilleure fidélité, puisque les gens vont s'attacher plus facilement parce qu'il y a tout un réseau de valeurs autour de votre marque. De la même manière, vous allez pouvoir créer ce qu'on appelle une voix de marque. Donc la voix de marque, c'est la manière dont vous allez communiquer, le ton que vous allez utiliser. Elle doit être cohérente avec le canon d'acquisition, donc on ne va pas forcément parler de la même manière sur les réseaux sociaux que quand on envoie une newsletter à ses clients les plus fidèles. Mais l'idée, c'est qu'elle résonne globalement avec votre public. Par exemple, Apple ou Nike ont des manières de communiquer qui sont ultra reconnaissables et qui font que les personnes savent tout de suite quelle marque leur parle. Nike va être beaucoup dans la performance, la réussite, le fait de se dépasser, etc. On a tout un langage autour du sport qui est repris même quand on est sur des vêtements qui sont plutôt lifestyle. Et enfin, on a l'esthétique visuelle. Donc là, c'est ce dont je vous parlais en tout premier, c'est ce qui va vraiment se reconnaître en un coup d'œil. Donc on a le logo, on a les images, ça peut être une manière de prendre les photos également, ça peut être une retouche particulière. L'idée, c'est de vraiment réussir à capter le regard et à avoir une image qui soit cohérente avec les valeurs de votre marque. Vous pouvez faire des photos très rétro et très vintage. Si c'est cohérent avec votre image de marque, ça vous permettra de vous tirer votre épingle du jeu par rapport à des images plus classiques de vos concurrents, par exemple. Maintenant, comment est-ce qu'on met en place finalement des posts qui fonctionnent bien? Une fois qu'on a fait notre stratégie, on a notre image de marque, en tout cas l'ébauche de notre image de marque avec son ton de communication, ses couleurs, etc. On va pouvoir mettre en place une stratégie de contenu. L'idée, c'est qu'elle soit bien sûr la plus innovante possible. Donc, on va essayer de créer du contenu qui soit original et engageant. Donc, on est dans un environnement numérique qui est en évolution constante et qui est, comme je vous l'ai dit, saturé. Donc, le fait d'avoir un contenu qui soit innovant ou en tout cas qui sorte du lot, ça va vous permettre de se démarquer. Il ne faut pas qu'on soit sur une simple publication comme on voit depuis des années sur les réseaux sociaux. Il faut créer un contenu qui raconte une histoire. C'est le fameux storytelling où on va venir vous raconter la genèse d'une marque ou l'histoire de la personne qui a créé la marque de manière à créer un attachement. Vous allez vous dire « Waouh, cette personne est ultra inspirante, j'ai envie de lui ressembler ». On peut aussi être sur du contenu qui soit éducatif. On va chercher à apprendre quelque chose de notre audience. Si vous proposez des produits qui sont techniques, ça peut être relativement simple de mettre en avant du contenu éducatif, mais ça peut marcher dans de nombreux domaines. Ça peut être un coach sportif qui fait une rapide vidéo sur comment s'étirer le matin. Ça peut être un professeur de yoga qui propose 2 ou 3 postures pour quand on a mal au dos. Ça peut être un coach business qui donne ses meilleurs outils pour améliorer sa force de vente. Donc l'idée, ça va être d'être dans un contenu qui a une valeur ajoutée. Sur les réseaux sociaux, on ne peut pas traiter son profil comme un catalogue publicitaire. Vous ne pouvez pas tout simplement avoir voici mon compte Instagram, je vais vous présenter mes produits. Donc je vends ça, je vends ça, je vends ça. Et puis c'est tout. On n'est pas sur du catalogue de jouets, on n'est pas sur du catalogue de grande distribution. Si les personnes n'ont aucun intérêt à vous suivre autre que connaître votre produit, elles ne le feront pas. Il va falloir soit réussir à les inspirer à travers votre histoire, à travers vos valeurs, à travers votre image de marque, soit les divertir. C'est ce que fait Burger King, par exemple, avec de l'humour, avec des blagues, avec des mèmes populaires, ou les éduquer. Mais en tout cas, il va falloir réussir à avoir un apport de contenu.
Vous trouverez plusieurs chiffres sur cette théorie. Certains considèrent qu'il faut donner 60% de valeur ajoutée pour 40% de contenu promotionnel. D'autres parlent carrément de 80% de contenu à valeur ajoutée pour 20% de contenu promotionnel. La vérité est sans doute un petit peu entre les deux. Mais l'idée, c'est qu'on ne peut pas avoir un contenu purement catalogue, à moins que ce soit cette fois-ci très stratégique. On a un compte catalogue, on a d'autres comptes satellites qui, eux, sont dédiés à la pédagogie. Mais on ne peut pas avoir que des comptes catalogues, surtout quand on est dans un univers concurrentiel. Je pense par exemple à la création de bijoux, au prêt-à-porter, même à la formation pour adultes. Si on a un contenu qui est uniquement catalogue, à moins qu'on ait une grosse force de frappe sur le marché, par exemple des prix 2 fois plus bas que nos concurrents, ça ne suffira pas pour acquérir de la visibilité. C'est pour ça d'ailleurs que souvent les marques partagent des études de cas, des histoires réussies, des témoignages de leurs clients. Ça permet d'avoir une connexion qui soit beaucoup plus forte avec l'audience. Au niveau des formats maintenant, les formats qui fonctionnent le mieux sur les réseaux, et quel que soit le réseau, là pour le coup, c'est aussi bien sur Facebook que sur Instagram, que sur LinkedIn, que sur TikTok, ce sont les formats interactifs qui tirent leur épingle du jeu. Notamment parce que c'est l'interaction aujourd'hui qui est la métrique principale, qui va permettre aux réseaux sociaux de savoir si votre contenu est populaire ou pas. Vous avez sans doute déjà fait l'expérience vous-même, même à titre perso, si vous utilisez la messagerie Instagram ou Facebook Messenger pour parler régulièrement à une personne, qui peut être un ami ou un membre de votre famille, vous allez remarquer que vous allez avoir ces publications, ces stories, qui vont toujours être en premier dans votre fil d'actualité ou dans les 5 premiers. Tout simplement parce que comme vous lui envoyez des messages régulièrement, Meta va juger que vous avez envie de voir les publications de cette personne, que vous êtes intéressé par cette personne. Et ça va être la même chose avec un client lambda. Si vos clients ont l'habitude de vous mettre des commentaires ou de vous envoyer des messages, les réseaux sociaux vont juger qu'il est intéressé par vous et par vos produits. Donc, il va booster vos produits auprès de cette personne. Et c'est ce qui va vous permettre d'avoir de plus en plus de gens qui vous voient en premier et qui ont envie d'interagir avec vous rapidement. Là encore, vous avez sans doute déjà fait l'expérience. On est sur les réseaux sociaux, on voit les 4-5 premières publications, on est relativement intéressé. Puis au bout d'un moment, on commence à être dans une espèce de règle de scroll infini. On fait défiler et on ne fait même plus attention à ce qu'on voit. Donc les publications qui arrivent à la 10e, 20e, 30e position, généralement, à moins qu'elles soient extrêmement percutantes, on ne va plus du tout interagir. Donc, il y a un vrai intérêt à être présent dès le début dans le fil d'actualité de vos abonnés. Tout simplement parce que c'est à ce moment-là qu'ils ont encore du temps de cerveau disponible pour s'intéresser à ce que vous racontez. Donc, comment est-ce qu'on fait pour générer de l'interaction? Parce que les gens n'envoient pas forcément de messages facilement quand ils ne connaissent pas. On peut utiliser des sondages, on peut utiliser des quiz, on peut poser des questions avec les fameux call to action. Vous l'avez sans doute constaté, souvent dans les légendes ou même quand les gens parlent en story, ils vous posent des questions. On peut avoir l'impression au début qu'on parle tout seul, et c'est normal. Mais à force de répétition, les personnes vont finir par vous répondre. Au début, il y aura peut-être une seule personne, puis 2, puis 3. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir construire véritablement une communauté. Ce qui fonctionne également, évidemment, c'est le contenu vidéo, très largement propulsé par TikTok, repris par Meta avec Instagram et Facebook, et qui commence même à faire son apparition sur LinkedIn. La vidéo ou même les podcasts, tout ce qui va être audio ou vidéo, ça permet vraiment d'avoir un contenu qui soit original, qui se démarque et qui aussi génère de l'interaction. Parce qu'une vidéo, si elle vous intéresse ou que le texte défile trop vite, vous allez avoir tendance à la regarder plusieurs fois. Et ça va être considéré comme de l'interaction. Même si vous n'avez pas liké, vous n'avez pas commenté, vous n'avez pas partagé, le fait que vous ayez regardé la vidéo plusieurs fois, c'est synonyme d'interaction. C'est pour ça qu'on voit souvent apparaître sur les réseaux sociaux des vidéos très courtes dont on ne voit pas vraiment ni le début ni la fin, qui créent des sortes de boucles et qui tournent et qui tournent. Et le temps qu'on lise la légende, finalement, on a regardé la vidéo 10 fois sans s'en rendre compte. Et ça permet à ces vidéos de devenir extrêmement virales parce que les réseaux sociaux vont considérer qu'elles sont très populaires parce qu'elles ont été regardées 10 fois par X milliers de personnes.
Donc, n'hésitez pas à miser sur ce type de contenu qui soit le plus interactif possible ou en tout cas qui favorise l'interaction. Ça va vous permettre non seulement d'être plus visible au niveau des réseaux sociaux, mais aussi d'avoir une communauté qui soit plus active. Il va falloir également que vous planifiez au maximum votre contenu. Ce qui va être primordial sur les réseaux sociaux, c'est la discipline et la régularité. Même si vous avez des publications qui sont extrêmement travaillées, extrêmement qualitatives, si vous postez 4 fois et puis que vous disparaissez complètement pendant 4 mois, puis que vous refaites ça, il y a de fortes chances que votre compte stagne et qu'il n'arrive pas à décoller. Il vaut mieux avoir un contenu qui peut-être soit moins travaillé, plus spontané, mais beaucoup plus régulier, qu'un contenu digne d'un film, mais qui sort une fois tous les... C'est pas le cas pour les youtubeurs, par exemple, qui peuvent se permettre, pour ceux qui sont déjà connus, de poster une fois tous les mois, voire seulement 2 ou 3 fois par an. Sur les autres réseaux sociaux, comme Facebook, Insta, etc., c'est vraiment la régularité qui vous permettra de vous démarquer. Et c'est encore plus vrai sur des réseaux comme LinkedIn et TikTok, où on demande quasiment une présence quotidienne pour pouvoir se démarquer. Donc, le fait de pouvoir planifier à l'avance, ça va vous permettre de vous assurer que vous allez bien poster régulièrement, même si vous n'avez pas le temps. Si vous avez un contenu qui est planifié, vous pouvez être malade, vous pouvez être dans un rush d'activité, vous pouvez avoir des commandes à gérer, vous pouvez avoir des cours à donner. Vous aurez vos publications qui sortent régulièrement et vous aurez juste à venir voir s'il y a des commentaires, s'il faut répondre, etc. Mais vous n'aurez pas besoin de vous dire tous les jours, vite, il faut vite que je poste, qu'est-ce que je vais poster, il faut que je trouve des idées. Là, on a le calendrier qui est prédéfini et on a déjà des publications qui sont prêtes. Donc, un calendrier éditorial, c'est-à-dire cet ensemble de publications pré-préparées, ça vous permettra de vous assurer que tous vos posts sont bien cohérents et qu'il y a une vraie pertinence. Ça n'empêche pas de faire évoluer au fur et à mesure. Par exemple, si vous avez une forte saisonnalité, vous vous rendez compte qu'il se passe quelque chose d'important, de venir ajouter un post en plus, mais vous aurez quand même une base. Alors, il y a une petite question. Je la prends tout de suite et pas à la fin, celle-ci, parce que c'est vraiment cohérent avec ce que je suis en train de dire. Pour programmer, Laura, vous pouvez, ça va dépendre du réseau social. Sur LinkedIn, vous pouvez programmer directement sur LinkedIn. Vous tapez votre post de manière classique et vous allez avoir un bouton programmer. Pour Instagram et pour Facebook, il faut passer par la Meta Business Suite. Donc, c'est lié à votre page Facebook, c'est gratuit. Et ça vous permet de programmer des posts sur Facebook et sur Instagram en même temps ou en décalé. Là aussi, c'est gratuit. En revanche, si vous voulez faire tous vos réseaux en même temps ou programmer sur TikTok, il va falloir passer par des outils payants comme HubSpot par exemple, mais on est sur des licences qui coûtent assez cher, qui coûtent aux alentours de 200 ou 300 € par mois. Il y en a des un peu moins chers comme Swilo, mais ça reste des outils qui sont payants. Donc, à moins que vous souhaitiez programmer aussi sur TikTok ou que vous ayez du budget, ce qui serait très bien, vous pouvez passer par la Meta Business Suite ou par les options directes, comme c'est le cas sur LinkedIn. Ouais. Ce qui fonctionne également très bien, c'est le contenu généré par les utilisateurs. C'est beaucoup développé avec TikTok et avec Instagram. C'est les personnes qui vont dans un restaurant et qui prennent leur plat en photo, qui prennent leurs assiettes, qui prennent les paysages quand ils sont en vacances, qui prennent leur chambre d'hôtel, qui vont se prendre en photo avec leurs nouveaux vêtements. Ça, c'est du contenu que les gens vont créer de manière gratuite et que vous allez pouvoir réutiliser pour votre marque. Ça a énormément d'avantages, ce type de contenu. C'est qu'aujourd'hui, avec les téléphones qui sont souvent très qualitatifs, on peut avoir des gens qui ne sont pas influenceurs, qui ne sont pas professionnels, qui créent du contenu très qualitatif parce que peut-être ils veulent devenir influenceurs, et ce, de manière gratuite. Donc, c'est de la visibilité, de la publicité gratuite, et c'est aussi du contenu que vous pouvez réutiliser à votre avantage. Donc, ça va vous permettre d'avoir des photos qui sont plus authentiques. Je parlais de prêt-à-porter. Un vêtement porté par quelqu'un de lambda, si je puis dire, sera toujours perçu comme plus naturel qu'un contenu très travaillé, un vêtement porté par une mannequin et retouché par un photographe.
Donc, vous pouvez par exemple créer des challenges sur les réseaux sociaux pour pousser les gens à partager leur propre contenu. C'est ce que font certaines marques, par exemple, qui vous proposent de prêt-à-porter, qui vont vous proposer de poster vos photos avec les tenues de ce magasin, avec un hashtag particulier. Et si vous le faites, vous pouvez gagner des bons d'achat ou vous pouvez être repartagé sur le site. Un des exemples les plus frappants de ce type de contenu de manière gagnante, c'est l'enseigne Kiabi. Kiabi qui avait une grosse perte de vitesse, qui était jugée comme une marque bas de gamme, pas forcément intéressante pour les jeunes, dans lesquelles les personnes ne se rendaient pas, se sont complètement servis de TikTok pour rajeunir leur image et ils ont poussé les utilisatrices, souvent des femmes de TikTok, à créer des vidéos dans les magasins Kiabi où elles essayaient des vêtements et la trend, entre guillemets, la tendance qui s'est découpée, c'était Kiabi, ça a énormément changé, regardez comme ce qu'ils font, c'est beau finalement. Et à force de voir des vidéos comme ça, qui au départ étaient rémunérées par Kiabi, des personnes ont commencé à le faire d'elles-mêmes parce que les vidéos devenaient virales. Et petit à petit, on a commencé à avoir énormément de vidéos. Si vous avez TikTok, je vous encourage à regarder avec le hashtag Kiabi. Vous verrez qu'il y a énormément de contenu qui a été créé gratuitement par les utilisateurs. Et ça a permis de vraiment venir rajeunir l'image de marque et qui est aujourd'hui une vraie plus-value à aller chez Kiabi. Il y a un sentiment de, finalement, c'est une marque hyper tendance, hyper jeune, hyper cool. Et même des influenceuses habituées à porter des habits très premium, très chers, très haut de gamme, se réapproprient également des pièces Kiabi. Donc là, on est vraiment dans une stratégie gagnante puisqu'on a du contenu qui est créé gratuitement pour nous, qui nous permet d'améliorer notre image de marque et en plus de générer des ventes. Donc c'est vraiment du gagnant à 100% pour les entreprises et sans être forcément aussi gros que Kiabi et aller aussi loin dans l'explication. Simplement, le fait de pousser vos clients à faire des petites photos, à faire des petites stories ou à avoir des challenges avec des récompenses, ça peut vous permettre d'engranger du contenu. Ce contenu, une fois qu'il est créé, il va être primordial d'analyser ce qui a fonctionné ou pas. Ça vous permettra d'ajuster votre stratégie et d'affiner votre contenu pour mieux comprendre ce qui a fonctionné. Qu'est-ce qui a intéressé votre audience? Pourquoi? Si vos statistiques révèlent que les gens adorent les vidéos et qu'il y a beaucoup d'engagement sur vos vidéos, principalement quand elles sont courtes, vous savez que vous allez plutôt essayer de faire des vidéos courtes plus régulièrement. Par contre, si vous remarquez qu'une fois, vous avez fait une vidéo beaucoup plus longue dans les coulisses de votre entreprise, qui vous a vraiment demandé beaucoup de temps, mais où il y a eu finalement très peu d'interactions, c'est peut-être que ce type de format ne plaît pas à votre audience. Donc l'idée, ça va être de venir adapter son contenu, mais de manière très régulière. Ce qui est vrai aujourd'hui sur les réseaux sociaux, ce que je vous dis aujourd'hui ne sera peut-être pas vrai dans 3 mois. Ça va extrêmement vite. Il y a des nouveautés de la part des réseaux sociaux eux-mêmes, mais aussi des usages qui changent du côté des utilisateurs. Donc, il faut pouvoir réévaluer régulièrement. Une stratégie qui n'évolue pas au fil du temps, c'est une stratégie qui finira par devenir inefficace. Parce que si ça a fonctionné pour vous, il y a de fortes chances que vos concurrents commencent à faire pareil, et ainsi de suite, et qu'au bout d'un moment, l'audience soit saturée parce qu'ils en ont un petit peu marre de voir ça tout le temps. Donc, va émerger une nouvelle tendance, et ainsi de suite. Donc, surtout, ayez un œil sur vos statistiques. Donc, ça va se trouver au même endroit que pour la programmation, dans la Meta Business Suite, dans votre interface statistique sur LinkedIn, dans votre tableau de bord sur TikTok ou dans vos outils de gestion, si vous en utilisez. Mais dans tous les cas, essayez régulièrement de regarder vos statistiques. Et si vous avez peur de ne pas savoir comment les analyser, vous voyez des chiffres et vous ne savez pas trop à quoi ça correspond, n'hésitez pas à utiliser des intelligences artificielles comme ChatGPT par exemple, même en version gratuite 3.5, vous leur soumettez les statistiques et vous leur demandez d'analyser. Ça peut vous donner des premières clés pour savoir ce qui a mieux fonctionné ou pas, si vous n'êtes pas sûr d'avoir réellement l'expertise pour tout comprendre. Donc, comment est-ce qu'on choisit la plateforme qui va être la plus adaptée? Chaque réseau social va avoir ses spécificités. Vous n'aurez probablement pas le temps d'être présent sur tous les réseaux sociaux de manière optimum.
Donc, il va falloir choisir ceux qui s'adaptent le mieux à votre marque et à votre public cible. Instagram, généralement, c'est intéressant d'y aller quand on a un contenu qui est visuel. Ça peut être de la photo, ça peut être de la vidéo ou de l'infographie, peu importe. Mais il faut savoir qu'il y aura forcément un aspect visuel plus que textuel. Donc, si vous, votre plus-value, par exemple, c'est que vous aimez écrire, Instagram ne sera pas forcément le plus adapté. LinkedIn va être intéressant si on a une cible qui est plutôt B2B. Donc, on parle plutôt aux professionnels. Donc, il faut choisir le canal qui sera le plus adapté à votre cible et à ce vers quoi vous voulez aller. Et chaque réseau va avoir ses propres fonctionnalités. Chaque plateforme a ses propres codes et les choses qui lui sont propres, si je puis dire. Donc, si vous êtes très attiré par les contenus type coulisses et vous savez que ça marche très bien pour vous, ça va plutôt être les stories Instagram qui vont être intéressantes pour vous. Donc, dans ce cas-là, on va aller sur Instagram. Si vous êtes plutôt dans de l'humour, dans réagir à l'actualité, etc., et que ça colle avec votre activité, X peut être intéressant parce que le format tweet se prête très bien à rebondir sur l'actualité et à être dans de l'humour. Si au contraire, vous avez envie de faire des webinaires comme ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui et d'avoir des formats longs pendant lesquels vous pouvez détailler votre expertise, les lives sur Facebook et sur Instagram peuvent être intéressants. Ça sera aussi à prendre en compte. Vous ne pouvez pas seulement aller sur le réseau où vous avez le plus d'attrait à titre personnel. Il faut que vous réfléchissiez aux fonctionnalités qu'ils offrent et de quelle manière vous pouvez les utiliser pour votre business. Donc, pour créer de l'interaction avec cette fameuse audience, comment est-ce qu'on peut faire? Puisqu'on a dit, je l'ai répété, l'engagement, c'est hyper important. Donc, comment on fait pour avoir ce fameux engagement? Alors, les lives Facebook sont publics. En revanche, les personnes qui vous suivent ou qui sont vos amis, etc., sont notifiées quand vous faites un live. Les autres personnes, à moins qu'elles arrivent sur votre page ou votre profil par hasard à ce moment-là, ne savent pas que vous êtes en live. En revanche, c'est public. Donc, n'importe qui, sur le principe, pourrait y assister. Donc, pour les techniques d'engagement, vous pouvez utiliser des appels à l'action, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, poser des questions au maximum ou créer du contenu qui favorise l'interaction. Par exemple, sur Instagram, on a les petits stickers où on clique et ça envoie une réaction. Souvent, les personnes les mettent un petit peu sur le bord de manière à ce qu'on clique un peu dessus sans faire exprès. C'est parce que ça génère de l'interaction et ça leur permet d'avoir plus de visibilité. Il faut vraiment créer une communication qui soit bidirectionnelle. Vous parlez à votre audience, mais vous souhaitez qu'elle vous parle aussi. On n'est pas sur du contenu où on restitue et puis il ne se passe pas grand-chose derrière. Il faut aussi que vous soyez dans une véritable gestion de la communauté. C'est le travail d'un community manager, mais ça peut aussi être le vôtre dans une moindre mesure quand vous représentez votre entreprise. C'est pas juste répondre aux commentaires, il faut vraiment venir créer une relation et offrir un vrai sentiment d'appartenance. Donc ça peut être le fait de répondre à vos messages privés, d'appeler les personnes par leur prénom, de vous souvenir d'elles, d'aller liker en retour les personnes qui sont régulièrement en interaction avec vous, d'aller leur mettre des petits commentaires si ce qu'elles font a un lien avec ce que vous faites. Mais l'idée, ça va vraiment être de créer une sorte de communauté, comme ce que pourrait faire un influenceur, mais à l'échelle de votre marque, pour donner l'impression aux gens qu'ils appartiennent à un ensemble et que donc ils ont un intérêt aussi à interagir avec vous. Au niveau des feedbacks également, n'hésitez pas à demander aux personnes ce qu'elles pensent de votre contenu, ce qu'elles aimeraient voir et ce qui les intéresse. Plus vous vous montrez à l'écoute et plus vous êtes prêt à évoluer, plus ça va être intéressant. Parce que vous allez montrer aux gens que leur avis compte et qu'ils ont de l'intérêt à rester connectés avec vous. Alors, il n'y aura aucun souci pour les questions. Au contraire, n'hésitez pas à poser vos questions. Celle-ci, je vais la garder pour la fin parce que j'aimerais plus détailler, vous faire une réponse un petit peu plus complète. Donc, je me permets de la garder pour la fin, mais j'y répondrai tout à l'heure. N'hésitez pas si jamais j'oublie à remettre un petit message. On peut également, sur les réseaux sociaux, faire de la publicité.
Donc forcément, on va rentrer dans des choses qui sont payantes. Donc on ne pourra peut-être pas le faire tout de suite, mais ça peut avoir un vrai intérêt parce qu'on va pouvoir avoir un ciblage très, très, très précis. Si vous faites de la pub à la télévision, vous allez toucher tout le monde. Sur les réseaux sociaux, et notamment sur Facebook et Instagram, c'est un des seuls endroits où vous allez pouvoir dire que vous voulez faire de la pub uniquement auprès des hommes qui ont entre 30 et 45 ans, qui habitent en ville, qui roulent en Renault et qui sont mariés et perdent 2 enfants. Ça a l'air excessif comme ça, mais on peut vraiment cibler avec ce niveau de finesse. Et ça, il n'y a que les réseaux sociaux qui permettent de le faire. Et il y a de nombreuses études qui ont montré qu'un ciblage très précis, ça permet de grandement augmenter votre retour sur investissement et d'avoir vraiment pour chaque euro dépensé un retour sur investissement qui soit quasi direct, ce qui n'est pas le cas sur d'autres canaux de communication. Donc quand on a un peu de budget, ça peut être vraiment intéressant d'aller sur de la communication et de la publicité ciblée sur les réseaux sociaux et notamment sur Meta. Vous pouvez aussi faire des campagnes sponsorisées, c'est-à-dire que vous pouvez tout simplement reposter ou booster une de vos publications ou booster une publication qui a été faite par un de vos clients ou par un influenceur pour vous. Ça va être pour le coup la même chose que de la publicité ciblée, simplement vous allez venir booster un contenu préexistant. Ça permet d'avoir un support visuel intéressant qui vous permettra du coup de vous démarquer. Et dans tous les cas, pour être sûr que ces publicités fonctionnent, il va vraiment falloir calculer son retour sur investissement. Pour chaque euro dépensé, combien est-ce que vous avez gagné? Et quand on calcule son retour sur investissement, il faut vraiment prendre en compte toutes les étapes. Pas seulement l'argent que vous avez mis dans la campagne, mais si vous avez demandé à un graphiste de vous créer le visuel, ça sera un coût. Si vous avez demandé à un copywriter de vous rédiger le texte, ça sera un coût également. Donc il faudra le prendre en compte dans le calcul de votre retour sur investissement. Si de faire la campagne, tout cumulé, ça vous a coûté 1 000 € et ça vous en a rapporté 1 000, le retour sur investissement va être moindre. Même si dans les faits, en termes de coût publicitaire réel, vous n'en avez que pour 500 €, mais il faut prendre en compte les autres 500 € qui ont été nécessaires à la création de la campagne. Donc, c'est ces informations-là qui vont pouvoir vous donner des informations et vous faire dire que, OK, c'est intéressant de continuer à faire de la publicité, ou là, pour le moment, tant que vous ne pouvez pas créer le contenu vous-même, vous perdez un peu trop d'argent. Donc, je vous parlais tout à l'heure de tendance et d'innovation. Comment est-ce qu'on reste innovant sur les réseaux sociaux? Aujourd'hui, en tout cas début 2024, les contenus innovants qui fonctionnent le mieux, c'est tout ce qui est réalité augmentée et filtres personnalisés. Donc les marques qui proposent des filtres particuliers avec des petits jeux, des choses, ça se fait beaucoup avec les séries, notamment sur TikTok, où on doit choisir quel personnage de série on préfère ou quel personnage de série on est. Ça peut être des mises en situation. On va vous mettre dans un décor relatif à un film ou à une marque. Tout ce qui va être expérience immersive. Les boutiques en ligne directement liées aux réseaux sociaux, notamment les photos de produits sur Instagram où quand on clique, on a un lien direct pour acheter le produit. Ça fonctionne très bien parce que ça permet de supprimer des étapes du processus de vente, donc avoir un achat impulsif et compulsif beaucoup plus facile. Le contenu vidéo de plus en plus court. Je vous parlais des petites vidéos de 5-10 secondes qui tournent en boucle. C'est un contenu qui tend à se développer parce que c'est facile et rapide à faire et que ça devient très facilement viral. De plus en plus de visibilité pour les stories, et ce, quelle que soit la plateforme, les stories TikTok, les stories Facebook et les stories Instagram. Tout ce qui est contenu audio, donc les podcasts, mais aussi les messages vocaux, notamment sur Instagram, les marques et les influenceurs qui ont créé des canaux font de plus en plus de vocaux à leur audience. Parce qu'on est de toute façon dans de l'hyper-personnalisation, donc les vocaux rentrent complètement là-dedans. Et il y a aussi tout ce qui va être en rapport avec l'éco-confiance, l'écologie et la responsabilité. Donc chercher à réduire son impact carbone, chercher à avoir une neutralité énergétique, toutes ces choses qui sont finalement des tendances sociétales se retrouvent aussi sur les réseaux sociaux.
Donc, ces tendances, ça va être important de les prendre en compte. On peut avoir l'impression que scroller sur les réseaux sociaux, c'est une perte de temps. L'idée, c'est pas que vous passiez 5 heures à scroller sur TikTok, mais le fait de suivre des grosses marques ou des influenceurs ou de passer un petit peu de temps sur les réseaux, ça va vous permettre d'identifier des tendances émergentes et de pouvoir avoir une position de leader dans votre domaine. Parce que ça va vous permettre d'être à l'écoute des évolutions et des changements et de pouvoir être au tout début de la tendance et de ne pas donner l'impression que vous suivez, mais au contraire que vous êtes un petit peu en avant-garde. Donc l'idée, ça va vraiment être d'être le plus flexible et le plus ouvert possible. Vous avez une stratégie, on l'a vu, c'est important. Mais il faut également que vous soyez à l'écoute des technologies émergentes, ça peut être notamment l'intelligence artificielle, et de quelle manière ça pourrait vous aider sur les réseaux sociaux ou ça pourrait influencer les réseaux sociaux. Notamment dans la création de contenu, on peut la déléguer en partie à l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça veut dire en termes d'opportunités, mais aussi de menaces pour votre activité? Il faut vraiment rester à l'écoute et éviter de faire l'autruche, si je peux m'exprimer ainsi, et de se dire, bon, bah, c'est juste une tendance, ça va passer, ça sert à rien qu'on s'y intéresse. Ça ne veut pas dire qu'il faut sauter dans toutes les tendances qui passent, mais au moins savoir qu'elles existent et rester à l'écoute pour pouvoir éventuellement soit les adapter, soit passer outre, mais le faire en conscience. Si vous ratez une tendance, il faut que ça soit volontaire et pas parce que tout simplement vous êtes complètement passé à côté. Donc, en conclusion, pour se démarquer sur les réseaux sociaux, ça va passer en premier lieu par une analyse approfondie de votre concurrence. Le développement d'une identité de marque qui soit unique. La création d'un contenu, excusez-moi pour le chien, la création d'un contenu qui soit innovant. Une utilisation la plus stratégique possible des différentes plateformes. Sur quelle plateforme on va, pourquoi on y va et qu'est-ce qu'on y poste. Un engagement qui soit le plus actif possible avec votre audience. On répond aux commentaires, mais on laisse également des commentaires sur leur contenu. On répond à leurs messages, on leur envoie des messages. Et on essaye d'avoir des campagnes publicitaires qui soient très ciblées et très spécifiques. Et enfin, même si on a tout ça, on reste à l'écoute de toutes les tendances émergentes de manière à pouvoir les anticiper et à pouvoir s'en servir. Et grâce à cela, vous pourrez réellement vous démarquer de vos concurrents, mais aussi créer une connexion durable avec votre audience, ce qui vous permettra d'avoir une vraie visibilité. Il faut vraiment rester le plus adaptable et le plus informé possible. C'est le principal. Vous allez avoir le support de ce webinaire, mais j'avais seulement 1 heure, donc je n'ai pas pu rentrer en détail sur tous les éléments qui sont essentiels pour les réseaux sociaux. Donc avec Karine, on a souhaité vous offrir un e-book que vous pouvez télécharger directement sur ce petit lien. En cliquant, vous téléchargez directement l'e-book qui va vous permettre d'avoir toutes les infos pour propulser votre entreprise grâce aux réseaux sociaux. Donc, on va aborder aussi bien la technique, comme j'ai pu le faire ici, que la stratégie. Donc, vous allez pouvoir vous servir de tous ces éléments pour vous démarquer. Donc, vous n'hésitez pas à cliquer sur le petit lien pour pouvoir le télécharger directement. Maintenant, il nous reste une petite dizaine de minutes. Donc, on va pouvoir passer aux questions-réponses. Et je vais rapidement reprendre du coup la question de Laura que j'avais mise de côté tout à l'heure. Donc, est-ce que les hashtags font vraiment une différence pour toucher plus de monde? Donc, ça va dépendre des réseaux sociaux. Globalement, ils sont importants sur tous les réseaux, mais dans une moindre mesure sur certains. Par exemple, sur Facebook, les hashtags sont très peu utilisés, c'est-à-dire que les gens ne cliquent pas dessus pour accéder à un contenu sur une thématique précise. Ce qui fait que ça va permettre à l'algorithme de Facebook de catégoriser votre contenu, mais ça ne va pas nécessairement vous permettre de toucher de nouvelles personnes. Sur Instagram, par contre, même si c'est indéniablement moins efficace qu'il y a quelques années, ça permet toujours de toucher plus de monde parce que ça permet de catégoriser votre contenu, mais ça permet également d'avoir de la visibilité en direct. C'est-à-dire que quelqu'un, par exemple, qui va en vacances
dans les îles, par exemple, il va aller à Majorque, il va aller sur le hashtag Majorque, il va cliquer et il va regarder toutes les publications relatives à ce hashtag. Donc, ça vous permet d'être catégorisé, mais aussi d'être découvert par d'autres. Donc là, il va encore y avoir un vrai intérêt. Ça va être la même chose sur LinkedIn et sur TikTok. Disons que c'est moins énorme en termes d'apport que c'était le cas il y a quelques années, mais ça permet toujours de tirer son épingle du jeu. Par contre, on les utilise avec parcimonie, on en met 5, 10, grand maximum. Ça ne sert à rien de mettre énormément de hashtags, parce qu'au contraire, ça va venir diluer un petit peu le résultat. Il vaut mieux en avoir 5 très bien choisis et très efficaces qu'en mettre plein en se disant bah, j'aurai un petit peu de visibilité sur chaque hashtag. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions, si je les vois toutes dans le chat. Hop, non, pourquoi je les sens? Hop. Alors, Émilie, comment savoir quel hashtag utiliser sur les réseaux? Y a-t-il des outils gratuits qui permettent de connaître les hashtags les plus utilisés? Alors, des outils, il en existe. Gratuits, par exemple, par contre, c'est plus compliqué. Donc, pour savoir les plus utilisés, vous allez pouvoir, si vous voulez vraiment le faire de manière 100% gratuite, aller sur les publications de vos concurrents et regarder les hashtags qu'ils utilisent et vous cliquez dessus et ça va vous indiquer le nombre de publications qu'il y a. Donc, ça peut être une première solution. Sinon, il y a également un outil qui existe qui s'appelle flirk.io. Je vous mettrai le lien dans le chat parce que c'est imprononçable, je suis désolée. Et cet outil est payant, il coûte une 30aine d'euros, mais par contre, il dispose d'une version gratuite de 1 semaine qui peut vous permettre déjà de réussir à faire votre première liste de hashtags. Et cet outil va être intéressant parce qu'il vous permet à la fois de cibler les comptes de vos concurrents, mais aussi des domaines d'activité. Donc, vous lui dites que vous créez des jouets pour enfants, il va vous sortir tous les hashtags relatifs à jouets pour enfants. Donc, ça peut être une étape un peu plus automatique et un peu plus rapide que d'aller voir les photos de tous nos concurrents une par une. Alors, peut-on faire de la pub sur un profil normal ou faut-il obligatoirement faire une page? Alors, je ne sais pas ce que vous appelez un profil normal. Par contre, pour faire de la publicité, il faut forcément avoir, en tout cas pour Instagram, TikTok et Facebook, il faut forcément avoir un compte professionnel, un compte business, pour pouvoir avoir accès aux outils publicitaires. Donc, il faudra effectivement que vous ayez une page ou un profil qui soit professionnel. En revanche, vous pouvez faire de la publicité pour une autre page que cette page-là, mais il faut forcément que vous ayez accès aux outils qui soient professionnels. Alors, tac. Le lien pour télécharger le e-book, alors il se trouve dans la présentation que vous allez avoir, que vous allez recevoir. Par contre, on peut peut-être vous remettre le lien dans le chat. Je vais finir de regarder les questions et je vais regarder pour vous ajouter le petit lien dans le chat, excusez-moi, pour que vous l'ayez en direct. Et si jamais vous avez le moindre souci pour télécharger le e-book, que vous n'y arrivez pas, il y a une slide juste après, hop, je vais vous la mettre tout de suite, avec nos coordonnées. N'hésitez pas à envoyer un mail si jamais vous n'avez pas réussi à télécharger l'e-book, on pourra vous renvoyer le lien ou vous renvoyer l'e-book directement. On peut entendre que les posts sont moins valorisés par les algorithmes lorsqu'ils sont programmés plutôt que publiés en direct. Qu'en est-il vraiment? Alors, c'est vrai et faux à la fois. Tout simplement, souvent, ce qu'on entend par là, ce sont les outils de programmation tierces. Donc, on n'a pas programmé directement depuis Meta, depuis le réseau social, mais on a utilisé un outil tiers. Il y a eu beaucoup de problèmes avec, notamment Instagram, avec des outils qui permettaient d'acheter des abonnés ou de liker en masse des comptes ou de s'abonner en masse à des comptes. Et ces outils ont été pénalisés par les réseaux sociaux.
Ce qui fait qu'aujourd'hui, Instagram a tendance à déprécier un compte qui utilise des outils tiers. Il y a des outils de programmation qui ont des accords avec Instagram. C'est le cas d'HubSpot, c'est le cas de Swillow. Donc, ils sont pas pénalisés. Malgré tout, on remarque quand même une légère différence de visibilité par rapport à des posts qui auraient été programmés directement via les outils de Meta. En revanche, il n'y a pas de différence significative entre un post que vous auriez programmé directement sur le réseau social et un post que vous auriez posté en direct. Au contraire, puisque Meta essaye au maximum de valoriser sa suite Meta et les outils de programmation. Donc, il n'aurait aucun intérêt à venir minorer la visibilité de vos posts. En revanche, ce qui peut faire une différence et ce qui peut expliquer que les gens constatent un petit peu ça, c'est que quand on poste et qu'on est connecté, généralement, on n'est pas passif. Vu qu'on vient de poster, on va avoir tendance à scroller un petit peu, à aller liker, à peut-être répondre à un commentaire. Et c'est ça qui va générer de l'engagement, en fait. C'est pas le fait que vous ayez posté en direct, c'est le fait que vous ayez été actif. Mais si vous programmez vos posts tous les lundis à 20h et que tous les lundis à 19h55, vous vous connectez et que vous likez et que vous commentez, vous aurez exactement le même effet, même si le post avait été programmé au préalable. Hop. Est-ce qu'on peut basculer un profil déjà créé en mode business? Oui, on peut, tout à fait. Quel que soit le réseau social, dans les paramètres, vous pouvez transformer un profil particulier, un profil individuel, privé, en profil business. Et vous pouvez même faire l'inverse. Si vous avez un profil business, vous pouvez le repasser en profil particulier. Donc, il n'y a aucun problème avec ça. Vous pouvez tout à fait garder le compte que vous avez déjà et le basculer en business. Merci beaucoup, Karine, pour le lien de l'e-book. Hop. Et je ne sais pas s'il n'y a pas d'autres questions. Je vais juste donner la main quelques petites secondes à Karine pour aller chercher le lien de l'outil dont je parlais pour la recherche de hashtag. Comme ça, je vous le mets en suivant dans le chat. C'est-à-dire simplement pour clôturer. le lien, de quel lien vous parlez? En fait, j'ai évoqué pour la recherche de hashtag, j'ai évoqué l'outil Flick, que je prononce très mal, donc j'aimerais leur mettre le petit lien pour qu'ils puissent le retrouver facilement. Oui. Alors. Hop, j'en ai pour quelques secondes, j'ai dans mes favoris. Ça y est, je l'ai. Ah. Donc, flurk.com. Non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là? Non, c'est justement pour... Hop, c'est celui qui ressort en premier. Hop, c'est bon, je l'ai. Je crois que c'est Laura, vous aviez posé la question pour la recherche de hashtag. Donc, vous pouvez vous servir de cet outil qui est du coup coûte une trentaine d'euros, mais qui existe en version gratuite. Et ça va vous permettre de chercher des hashtags et d'avoir à chaque fois leur popularité, le nombre de posts qu'il y a dessus et le type de contenu. Donc, ça peut vous aider dans votre stratégie. Bon, bah écoutez, merci Marion pour cette présentation. Merci beaucoup. On va terminer sur ces questions. Donc, si vous souhaitez prendre contact avec nous, donc vous avez notre mail, notre téléphone et notre site internet. Donc, n'hésitez pas à télécharger l'e-book où vous aurez beaucoup plus d'informations que ce que vous avez déjà eu dans ce webinaire qui était quand même déjà pas mal. Déjà assez complet. Merci à tout le monde d'avoir participé et à très bientôt. Au revoir. Merci à tous, merci beaucoup.